Juin 2026, selon Epoch AI, un tableau de bord CVE se met à hurler. Chez 21 grandes entreprises tech, les failles graves déclarées bondissent à plus de 3 fois et demi le précédent record mensuel. La machine a trouvé, l'atelier humain n'a pas grandi. Épisode Cybersécurité, l'IA découvre trop de failles pour l'humain. Chapitre 1, le mois où le compteur a lâché. Un progrès peut ressembler à une panne. Le bruit ne vient pas seulement des attaquants, mais des défenseurs devenus trop efficaces. Sur l'écran, ce n'est pas une attaque que l'on voit d'abord, c'est une file, une colonne de tickets, des identifiants CVE, Common Vulnerabilities and Exposure, des scores de sévérité élevés, puis ce geste très banal du responsable sécurité qui rafraîchit la page en espérant que le chiffre se calme. Selon l'analyse publiée par Epoch AI, en juin 2026, les CVE de sévérité élevée ou critique déclarés par 21 grandes entreprises technologiques ont dépassé de plus de 3 fois et demi le précédent record mensuel observé avant l'annonce de Claude Mythos Preview. C'est le paradoxe central de cet épisode. L'IA n'a pas seulement augmenté la capacité défensive, elle a cassé le vieux ratio qui tenait la cybersécurité debout. La découverte devient industrielle, tandis que la correction reste un travail d'atelier, avec ses tests, ses arbitrages et ses fenêtres de mise en production. Imaginez une ville où l'on installe soudain des lampadaires parfaits. En une nuit, les ponts fissurés, les câbles brûlés et les serrures fatiguées apparaissent sous une lumière crue. La ville n'est pas devenue plus fragile à minuit, elle est devenue plus visible. Pourtant, le service de maintenance n'a reçu ni nouveaux camions, ni nouvelles équipes. C'est exactement le choc de juin 2026. Le stock de risques latents remonte à la surface plus vite que la machine organisationnelle ne peut le traiter. Cette distinction compte pour un RSSI ou un directeur technique parce qu'un pic de CVE n'est pas automatiquement un pic d'exploitation réel. Toutes les failles détectées ne sont pas utilisées dans la nature et certaines descriptions restent trop partielles pour déclencher une attaque immédiate. Mais la divulgation crée un nouvel objet économique. Elle transforme une faiblesse enfouie dans le code en tâche visible, priorisable, discutable et parfois copiée par un adversaire. Le coût ne disparaît pas quand on découvre mieux, il change de propriétaire. Avant, une partie du risque dormait dans les dépôts Git et dans les dépendances obscures. Après, le risque arrive sur le bureau de l'équipe produit, avec une horloge posée à côté. La question n'est donc pas de savoir si l'IA en cybersécurité est bonne ou mauvaise. Cette opposition est trop pauvre. La vraie question est plus dure. Qui contrôle la cadence entre ce que la machine révèle et ce que l'organisation peut réparer sans casser ses propres logiciels? Si la cadence appartient au détecteur, la défense ressemble à un entrepôt dont les cartons tombent plus vite que les bras ne les rangent. Si elle appartient à la boucle complète, découverte, correction et déploiement, alors l'IA devient un avantage structurel. Juin 2026 n'est pas seulement un record statistique, c'est le premier bruit audible d'un système de défense où la lampe torche va plus vite que le maçon. Reste à comprendre qui tient cette lampe. Chapitre 2, les limiers qui ne dorment jamais. Un agent ne cherche pas comme un consultant fatigué. Il revient sur la même porte jusqu'à ce que le bois parle. Le mot important ici n'est pas seulement modèle, c'est agent. Un modèle répond à une requête, un agent reçoit un objectif et explore un dépôt. À chaque trace d'exécution, il forme une hypothèse, puis revient vers le code avec une autre question. Dans un audit humain, le regard saute d'un fichier à l'autre avec l'expérience et la fatigue du moment. Dans un système autonome, le coût de la répétition s'effondre. Le même soupçon peut être testé contre une multitude de chemins d'appel, comme un chien de chasse numérique qui repasse sur une empreinte jusqu'à trouver l'odeur exacte. Selon Epoch AI, cette explosion suit le déploiement de modèles spécialisés et généralistes avancés, notamment Claude Mythos Preview le 7 avril 2026, GPT 5,5 le 23 avril 2026, puis GPT 5,5 Cyber le 7 mai 2026. Ces dates ne prouvent pas à elles seules une causalité parfaite. Elles dessinent pourtant une séquence très lisible pour les équipes de sécurité. De nouveaux outils arrivent, la productivité de recherche grimpe et le registre public reçoit soudain ce que les dépôts contenaient déjà. Anthropic a aussi affirmé que son projet Glasswing avait identifié à lui seul plus de 10 000 vulnérabilités critiques ou de haute sévérité. Ce chiffre, rapporté par Epoch AI, donne l'échelle du basculement. On ne parle plus d'un scanner qui signale des motifs connus. On parle d'un système capable de produire une suspicion argumentée à une cadence qui change le coût marginal de la découverte. Ce coût marginal est le cœur économique de l'affaire. Pendant des années, découvrir une faille sérieuse demandait un mélange rare. Du temps d'expert, une compréhension du contexte et assez d'obstination pour suivre un comportement étrange jusqu'au point de rupture. L'IA ne supprime pas l'expertise, elle la démultiplie sur la partie exploratoire. Elle transforme la première passe d'un audit en tapis roulant. Les humains n'ont plus besoin de retourner chaque pierre eux-mêmes, mais ils doivent décider quelle pierre cache un serpent réel. Cette nuance évite 2 erreurs. La première serait de croire que tout rapport produit par un agent vaut vérité exploitable. Un faux positif coûte cher quand il déclenche une réunion de crise, un gel de version ou une communication client.
L'autre serait de traiter ces agents comme de simples accélérateurs d'outils existants. Leur vraie puissance vient de la boucle. L'agent lit le contexte, tente une preuve, documente son soupçon, puis revient autrement quand la piste échoue. Quand cette boucle fonctionne, elle transforme les dépôts logiciels en territoires cartographiables à grande vitesse. Le rapport de force se déplace alors vers un intrant plus rare que le calcul, l'attention qualifiée. Celui qui possède les GPU peut lancer des analyses. Celui qui possède l'attention des mainteneurs peut convertir ces analyses en sécurité réelle. Entre les deux, il y a une zone grise où les tickets s'empilent, où les dépendances changent, où un correctif apparemment propre réveille un incident de production. L'agent a ouvert la trappe, mais quelqu'un doit encore descendre dans la cave avec une lampe et une clé plate. C'est pourquoi l'inondation ne vient pas seulement du volume. Elle vient de l'asymétrie entre une machine qui peut recommencer sans se lasser et une organisation qui, elle, doit choisir où elle met son vendredi soir. Chapitre 3. Le correctif avance en file indienne. La découverte se parallélise comme une ferme de serveurs. La réparation, elle, passe encore par une porte étroite. Dans une équipe produit, corriger une faille n'est presque jamais le geste propre que l'on imagine de l'extérieur. On ne prend pas un bug dans une pince à épiler avant de le déposer dans une boîte stérile. On ouvre un corps vivant. Le code tourne déjà chez des clients, dialogue avec des modules anciens, transporte des promesses commerciales et porte parfois des années de compromis invisibles. Une vulnérabilité critique peut tenir en quelques lignes, mais le correctif traverse tout un organisme. La première friction est la validation. Le rapport doit être compris, reproduit, rattaché à une version précise, puis confronté aux usages réels. Un agent peut écrire une démonstration convaincante, mais l'équipe doit savoir si le scénario existe dans l'environnement du client, si une configuration le rend impossible ou si une dépendance tierce porte la vraie responsabilité. Cette enquête est lente parce qu'elle touche à la responsabilité. Déclarer qu'une faille est vôtre, c'est accepter de mobiliser du développement, du juridique, du support et parfois la communication de crise. Le ticket n'est pas un caillou sur un bureau, c'est une petite grenade avec une étiquette. Ensuite vient le correctif lui-même. La partie spectaculaire, écrire le changement, n'est qu'un morceau du coup. Il faut éviter la régression, préserver les performances, respecter les contrats d'interface et préparer une livraison que les clients pourront installer. Dans les grands environnements, le patch parfait sur le papier peut devenir inutilisable si la mise à jour casse une intégration métier au mauvais moment. Le développeur ne répare donc pas seulement une faille, il négocie avec une architecture comme un plombier qui doit changer une vanne sans couper l'eau de l'hôpital. C'est ici que le ratio se brise. La découverte automatisée accepte très bien la parallélisation. En ajoutant des agents, on couvre plus de dépôts et l'on obtient davantage de candidats à vérifier. La correction, elle, rencontre une limite sérielle. Quelqu'un doit signer la compréhension du risque, puis quelqu'un doit assumer l'effet du changement en production. Même quand l'IA propose un patch, l'organisation doit décider si elle lui confie le volant. Pour un logiciel critique, cette décision ne se prend pas comme on accepte une correction orthographique. Le résultat n'est pas seulement une surcharge de travail, c'est une compression de marge opérationnelle. Le temps qui servait à durcir l'architecture part dans le tri. Le calendrier qui portait les fonctionnalités se remplit de remédiation. La relation client absorbe une partie de l'onde, car chaque bulletin de sécurité appelle des questions, des exceptions et parfois des délais contractuels. La valeur captée par la détection peut donc se transformer en coût supporté par les équipes produits. Plus l'IA voit loin, plus elle transfère la dette cachée vers ceux qui doivent la solder. Ce n'est pas un argument contre la détection, ce serait absurde. Une faille non découverte reste une dette avec intérêt composé. Mais une dette qui arrive d'un coup peut étouffer le débiteur le plus honnête. Pour les dirigeants, le bon indicateur n'est plus seulement le nombre de vulnérabilités ouvertes. Il faut regarder la capacité de fermeture fiable avec le temps de validation et le taux de régression après patch. Le vrai goulot ne se trouve pas dans le moteur qui signale. Il se trouve dans la chaîne qui transforme un signal en changement sûr. Tant que cette chaîne avance en file indienne, une armée de limiers peut paradoxalement rendre la maison plus bruyante avant de la rendre plus sûre. Chapitre 4. Divulguer, c'est ouvrir une horloge. Une faille cachée est un risque. Une faille publiée devient aussi un rendez-vous. La divulgation coordonnée a longtemps reposé sur une promesse raisonnable. Le chercheur prévient le fournisseur qui prépare un correctif avant que le public ne reçoive l'information avec une voie de sortie. Cette mécanique ressemble à une écluse. On ne retient pas l'eau pour toujours, mais on évite d'envoyer le fleuve d'un seul coup dans les rues. L'IA dérange cette écluse parce qu'elle augmente la pression en amont. Trop de découvertes arrivent, trop vite, avec des niveaux de confiance variables et des acteurs qui n'ont pas toujours les mêmes incitations. Le dilemme est simple à énoncer et pénible à gouverner. Publier trop tôt peut offrir aux attaquants une carte, surtout lorsque la description technique permet de reconstruire le chemin d'exploitation.
Attendre trop longtemps peut laisser les utilisateurs exposés à une faiblesse connue par quelques-uns, sans moyen de défense ni visibilité sur leurs propres risques. Entre ces deux erreurs, les responsables sécurité n'arbitrent pas dans un amphithéâtre. Ils arbitrent un jeudi soir avec un mainteneur épuisé, un grand client qui demande une date et un canal confidentiel où le découvreur veut faire reconnaître son travail. L'IA ajoute une autre tension. Elle réduit aussi le coût pour les attaquants de transformer une divulgation partielle en piste opérationnelle. Le problème n'est pas que chaque CVE devienne immédiatement une arme. Ce serait faux et inutilement alarmiste. Le problème structurel est différent. Lorsque le volume public augmente, les attaquants peuvent automatiser leur propre tri. Ils repèrent les logiciels largement déployés, les configurations mal mises à jour et parfois le correctif dont le code révèle le bug initial. La défense publie pour protéger, mais la publication nourrit aussi un marché de l'attention adverse. Dans ce marché, la valeur se capte parfois loin de celui qui paye le coût. L'opérateur de l'agent gagne de la réputation en montrant la profondeur de sa chasse, tandis que le fournisseur absorbe le tri, la correction et le support. Pendant la fenêtre où le correctif n'est pas encore installé, le client final garde le risque résiduel dans son propre environnement. Ce partage n'est pas scandaleux par nature, mais il devient instable si la cadence est dictée par ceux qui découvrent sans financer la fermeture. Les programmes de primes aux bugs connaissent déjà cette tension, mais l'échelle change le contrat social. Un rapport humain rare se traite comme une alerte précieuse. Un flux massif généré par agent ressemble davantage à une matière première qu'il faut raffiner. Qui vérifie la qualité ? Quel budget paie la qualification ? À quel moment une faille mérite-t-elle une publication immédiate plutôt qu'un traitement silencieux dans une version mineure ? Ces questions ne sont pas administratives. Elles déterminent la fenêtre offerte aux adversaires. La réponse ne peut pas être le secret total. Une sécurité qui cache indéfiniment ses faiblesses finit par protéger surtout les fournisseurs contre l'embarras. Mais la transparence sans capacité de remédiation devient une sirène qui indique aussi où entrer. Pour un dirigeant, la maturité consiste à relier la politique de divulgation à la capacité réelle de correction. Si l'organisation promet un niveau d'ouverture que ses équipes ne peuvent pas suivre, elle transforme la vertu en surface d'attaque. La bonne gouvernance de l'IA défensive ne commence donc pas au moment où l'agent trouve une faille. Elle commence au moment où l'entreprise décide ce qu'elle est capable de rendre public sans créer plus de vulnérabilité que de protection. Chapitre 5. Fermer la boucle ou subir le flot. La prochaine frontière n'est pas une IA qui signale mieux, c'est une IA que l'on ose laisser réparer. La tentation naturelle sera de répondre au déluge par davantage d'automatisation. Si des agents trouvent les failles, d'autres agents devront prendre en charge la réparation jusqu'à la surveillance après déploiement. Cette direction est presque inévitable, mais le mot « autonome » peut tromper. Dans un système sérieux, l'autonomie n'est pas un bouton magique. C'est une délégation bornée, observée, réversible, avec des garde-fous assez précis pour que la machine puisse agir sans transformer chaque patch en saut dans le vide. Le vrai passage à l'échelle viendra de la fermeture de boucle. Un signal n'a de valeur que s'il peut devenir un correctif prouvé, déployé progressivement, avec un retour arrière possible. Si l'un de ces maillons reste manuel et saturé, l'inondation continue de monter. Si la boucle devient fiable sur des périmètres bien choisis, le même flot change de nature. Il cesse d'être une avalanche de tickets et devient un convoyeur de dettes techniques remboursées en continu. L'image n'est plus la salle de crise avec des post-it rouges. C'est une station d'épuration logicielle, moins héroïque, beaucoup plus utile. Pour y arriver, les entreprises devront classer leur système par droit d'autonomie. Un service interne peu critique pourra accepter des correctifs générés et déployés sous surveillance. Une brique exposée à une base massive d'utilisateurs demandera une validation humaine plus serrée, surtout si le changement touche l'authentification, les paiements ou la séparation des données clients. Le principe n'est pas de faire confiance ou de refuser en bloc. Il s'agit de calibrer le rayon d'action de l'agent selon le coût d'une erreur. Une IA qui corrige un commentaire n'a pas le même permis qu'une IA qui modifie une règle d'accès. Cette grille change aussi le choix des fournisseurs. Le meilleur outil ne sera pas forcément celui qui affiche le plus grand nombre de vulnérabilités détectées. Pour un comité exécutif, ce chiffre peut devenir un piège marketing. Il récompense le projecteur, pas la réparation. La question plus utile est celle-ci. Combien de signaux deviennent des correctifs sûrs, dans quel délai, avec quel taux de retour arrière, et qui porte la responsabilité si le patch abîme la production ? Le fournisseur qui contrôle seulement la découverte vend une alarme. Celui qui s'intègre au flux de développement vend une baisse de risque, à condition de prouver qu'il ne déplace pas le coût vers l'équipe cliente. Le tableau de bord de juin 2026, celui qui semblait hurler, ne disait donc pas seulement que les logiciels étaient pleins de failles. Il disait que la cybersécurité entrait dans une économie de cadence.
Les gagnants ne seront pas ceux qui trouvent tout, parce que tout trouver peut devenir invivable. Les gagnants seront ceux qui ferment assez vite, assez proprement, et avec assez de preuves pour que l'organisation accepte de lâcher une partie du contrôle. La grille à emporter tient là. Chaque fois qu'un outil d'IA promet de révéler le risque caché, cherchez la boucle de fermeture. La qualification, la correction, le déploiement et la responsabilité doivent tenir dans le même système. Sinon, l'outil vend de la lumière à une équipe qui manque déjà de maçons. La lampe torche du début éclaire désormais toute la cave. On ne peut plus prétendre que les fissures n'existent pas, mais éclairer n'est pas consolidé. La prochaine bataille de la cyberdéfense ne portera pas sur la beauté du faisceau. Elle portera sur la main qui tient la truelle, et sur le moment où cette main ne sera plus seulement humaine. Voir n'est pas réparer. Si votre sécurité mesure encore la victoire au nombre de failles trouvées, l'IA va vous donner une victoire ingérable. La vraie question est plus froide. Votre organisation sait-elle fermer la boucle aussi vite qu'elle ouvre les yeux ?